On va faire une petite synthèse sur l'éloquence et l'art de la parole, et en particulier sur les pouvoirs de la parole. Dans cet audio, on va s'intéresser au genre judiciaire. Le genre judiciaire comprend les réquisitoires, c'est-à-dire les attaques, et les plaidoyers, c'est-à-dire la défense dans un procès. Alors, quand on étudie ce type de texte, on va étudier, par exemple, les marques de l'oral, c'est-à-dire quelles sont les caractéristiques de la langue parlée dans un texte écrit. On peut repérer, par exemple, des discours directs et indirects qui vont chercher à imiter la conversation, qui vont chercher à retranscrire les propos d'un personnage, ou encore sa parlure. Ce qu'on appelle sa parlure, c'est ce qui caractérise spécifiquement le langage d'une personne ou d'un type de personnage. On va aussi étudier le lexique. Quels mots de vocabulaire sont spécifiques de telle thématique, et aussi les registres de langue. On va bien sûr étudier la syntaxe, c'est le morceau le plus important. Est-ce qu'il y a des répétitions? Est-ce qu'il y a des phrases incomplètes? Quand on parle de répétition, on peut parler de répétition de mots, de structure syntaxique. Est-ce qu'il y a des redondances, c'est-à-dire est-ce qu'une même idée est répétée différemment plusieurs fois? Est-ce qu'il y a aussi des anacolutes? Alors, ce qu'on appelle une anacolute, A-N-A-C-O-L-U-T-H-E, c'est une rupture de construction syntaxique qui est un effet stylistique assez fréquent dans la langue orale. Est-ce qu'il y a des interjections, des exclamations? Est-ce qu'il y a des ellipses? Je vous rappelle qu'une ellipse, c'est une omission d'information dans un récit, c'est-à-dire une sorte de blanc dans le récit, quelque chose qu'on ne dit pas. Est-ce qu'il y a des pauses, etc. Alors, pour faire ce travail-là, nous, en cours, on va travailler sur 2 textes que je vous lis. Tout d'abord, un texte qui est un réquisitoire de Cicéron. Alors, je lis le texte de Cicéron et je fais quelques remarques au fur et à mesure de la lecture. Apprenez maintenant un autre exploit de Verrès, exploit célèbre en Sicile et ailleurs, et qui me semble renfermer à lui seul tous les crimes. Alors, là, vous remarquez tout de suite le « apprenez ». Apprenez qui est un verbe à l'impératif. L'impératif qui est bien sûr une des caractéristiques de l'oral. Cicéron dit « et qui me semble renfermer à lui seul », qui me semble. Donc vous voyez la façon dont il parle à la première personne pour donner son avis. Donc là aussi, c'est assez spécifique de la première personne, des marques de l'oralité. Ce qu'on appelle les marques de l'oralité, c'est tout ce qui fait penser à la langue orale, à un texte. Bien sûr que Cicéron écrivait tous ces textes, mais il les écrivait pour pouvoir les dire avec efficacité. Donc il va insérer dans son texte écrit des caractéristiques de l'oral. Alors, on a vu le « apprenez » qui est un impératif, qui sert à attirer l'attention de son lecteur. Dans la phrase suivante, il fait la même chose. Écoutez avec une attention soutenue. Voilà. Écoutez avec une attention soutenue. C'est une très belle phrase que je vous invite à suivre le conseil de Cicéron quand vous êtes en cours. Écoutez avec une attention soutenue. Voilà. Il interpelle son auditoire pour que vraiment il soit... pour paraphraser le texte, bien sûr ce qu'on ne fait pas quand on l'analyse, mais là pour que vous compreniez bien, il appelle son auditoire à porter une attention soutenue, voilà, comme il le dit pour paraphraser, mais surtout, il fait ça pourquoi? Parce qu'il veut attirer l'attention de son auditoire sur un élément important. Quel est cet élément important? Donc je reprends cette phrase. Écoutez avec une attention soutenue, vous trouverez que ce forfait est né de la cupidité, s'est accru par l'adultère, a été achevé et consommé par la cruauté. Alors, je ne sais pas si vous comprenez bien cette phrase, mais il en prend pour son grade, Verrès. Pourquoi il en prend pour son grade? Il dit écoutez avec attention, une attention soutenue, et puis celui qui a commis un forfait, c'est-à-dire un crime, une faute grave, pourquoi il a commis ce forfait? Parce qu'il est cupide, parce qu'il est adultère, et parce qu'il est cruel. Il y a ces 3 mots. Vous trouverez que ce forfait est né de quoi? Pourquoi est-ce qu'il a commis un forfait? Ce forfait est né de la cupidité, c'est accru, c'est-à-dire a été augmenté par l'adultère, et a été achevé et consommé par la cruauté. Donc vous voyez, regardez, il attire l'attention de son auditoire avec des verbes à l'impératif, apprenez, écoutez, pour mettre l'attention de son auditoire sur
3 grandes caractéristiques qui sont des défauts majeurs: cupidité, adultère, cruauté. Bien sûr que ça, on va l'étudier quand on réfléchit aux marques de l'oralité dans un texte et à ce qui fait l'efficacité du texte, hein. C'est-à-dire que ce qui caractérise le forfait commis par Verrès, c'est pas juste un seul défaut comme la cupidité, mais il y en a 3. Cupidité, adultère, cruauté. Donc il faut bien repérer qu'il y a ces 3 caractéristiques. Alors continuons la lecture du texte. Je le reprends depuis le début, comme ça vous l'avez bien en tête, hein. Apprenez maintenant un autre exploit de Verrès, exploit célèbre en Sicile et ailleurs, qui me semble renfermer à lui tout seul tous les crimes. Moi, à chaque fois que je lis une phrase comme ça, je me rends compte qu'il y a tellement de milliers de choses à dire que la lecture, elle pourrait durer peut-être pas des heures, mais presque, hein. Regardez, comme c'est beau, comme c'est bien fait. Apprenez maintenant un autre exploit de Verrès. Le maintenant, on peut l'analyser aussi. C'est quoi ce maintenant? C'est ce qu'on appelle un déictique. Qu'est-ce qu'un déictique? Un déictique, c'est un mot qui fait référence à la situation d'énonciation. C'est-à-dire que quand je dis maintenant, je fais référence au moment où je parle. Si aujourd'hui je dis maintenant, et aujourd'hui on est le 31 décembre, ça n'a pas le même sens que lundi 6 janvier, quand je vais dire maintenant, on sera un autre jour. Vous voyez, la référence du mot, elle vient du contexte de l'énonciation. Si je dis demain est un jour férié, je peux dire ça aujourd'hui, le 31 décembre. Si je dis ça lundi 6 janvier, bien sûr que le demain aura un autre sens. Le demain aura le sens de mardi 7 janvier. Apprenez maintenant un autre exploit de Verrès, exploit célèbre en Sicile et ailleurs. Hein, donc là, vous voyez un petit peu cette emphase, c'est-à-dire cette exagération. Comment elle vient, cette exagération? Par la répétition du mot exploit. Hein, et la deuxième fois qu'il l'utilise, il dit que cet exploit est célèbre. Il est célèbre où? Alors, en Sicile et ailleurs. Ailleurs où, on ne sait pas, mais sûrement dans de nombreux endroits. Hein. Cette emphase, cette exagération, on la retrouve aussi à la fin de la phrase, hein, qui me semble renfermer à lui seul tous les crimes. Hein, tous les crimes, là aussi, on a déjà vu cette analyse du mot tout. On l'avait vu en tant que pronom. Là, c'est pas un pronom, c'est un déterminant. Tous les crimes, un déterminant de la totalité, qui marque bien sûr l'exagération. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut vraiment que son auditoire constate à quel point Verrès est un homme qui mérite d'être puni pour ses crimes. Je relis la phrase, comme ça vous repensez bien à toute l'analyse. Apprenez maintenant un autre exploit de Verrès, exploit célèbre en Sicile et ailleurs, et qui me semble renfermer à lui seul tous les crimes. Quand vous aurez le texte à lire, il faudra vous entraîner aussi à le lire comme si vous-même vous étiez un avocat en train de faire ce réquisitoire. Donc en mettant de la force dans votre lecture. Ce que je ne fais pas ici puisque je le lis pour l'expliquer, pour l'analyser et pour attirer votre attention sur certains éléments intéressants à étudier. Alors je continue. Écoutez avec une attention soutenue. Vous trouverez que ce forfait est né de la cupidité, s'est accru par l'adultère, a été achevé et consommé par la cruauté. Sténius, assis près de nous, citoyen de Thermes, connu auparavant de beaucoup de personnes pour sa rare vertu et sa haute noblesse. Alors vous lisez ça, vous vous dites tiens, il parle d'une autre personne, et cette autre personne c'est tout le contraire de Verrès. Parce que pour Verrès on avait quoi? On avait cupidité, adultère, cruauté, et là pour Sténius, citoyen, assis près de nous, une sorte de familiarité, de proximité. Qu'est-ce qui le caractérise? Sa rare vertu, sa haute noblesse. Il ne se contente pas de dire sa vertu, sa noblesse, mais sa rare vertu, hein, pour montrer à quel point elle est précieuse et à quel point c'est un personnage de qualité. Sa haute noblesse. Le substantif noblesse n'a pas besoin de l'adjectif haute. Hein. Et l'adjectif haute est contenu déjà dans le terme de noblesse. Donc si Cicéron prend la peine d'ajouter l'adjectif haute, qui est antéposé au substantif noblesse, c'est parce qu'il veut vraiment insister sur ce personnage de Sténius et bien sûr marquer un contraste fort avec Verrès. Alors, je reprends.
Sténus, assis près de nous, citoyen de Thermes, connu auparavant de beaucoup de personnes pour sa rare vertu et sa haute noblesse, doit aujourd'hui à son infortune et aux insignes injustices de Vérès d'être connu de tout le monde. Alors pourquoi ce malheureux Sténus est-il connu? Pas à cause de sa magnifique et rare vertu, ni de sa noblesse, mais à cause de ce malheureux personnage, de ce méchant homme de Vérès, voilà, donc Sténus lui doit son infortune. Qu'est-ce qu'on comprend là? Il est arrivé un malheur à Sténus, à cause de Vérès. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est la suite du texte qui va le dire. Alors, les insignes injustices. Là aussi, le terme d'injustice n'a pas besoin du terme insigne. Ce terme d'insigne, en fait, il a la même étymologie que enseigne. Vous savez, une enseigne, par exemple, l'enseigne d'une pharmacie, voilà, une croix verte, pour attirer l'attention. Donc, les insignes de justice, c'est des injustices qu'on ne peut pas ne pas voir, qui sont flagrantes, qui sont énormes. Alors, je reprends ça. Voilà. Sténus, assis près de nous, citoyen de Thermes, connu auparavant de beaucoup de personnes pour sa rare vertu et sa haute noblesse, doit aujourd'hui son infortune aux insignes justice de Vérès d'être connu de tout le monde. Alors vous voyez que infortune, insigne, ça fait un petit effet comme ça dans la répétition sonore. Bon, après c'est un texte qui est traduit. Donc on va pas forcément relever cela, sauf si on connaît bien l'étymologie des mots, d'où l'intérêt de faire du latin. Bref, petite parenthèse. Je continue de lire. Vérès, quoique lié avec lui par les droits de l'hospitalité, quoique souvent reçu dans sa maison de Thermes, qu'il avait même habité, en enleva tout ce qui pouvait exciter l'attention ou attirer les regards. Donc là, on comprend comment les problèmes ont commencé. C'est-à-dire que Vérès, il était lié avec Sténus. Pourquoi? Il était lié avec Sténus par les droits de l'hospitalité, c'est-à-dire qu'il était reçu par Sténus. Quand on est reçu chez quelqu'un, on est censé bien se comporter, être reconnaissant, être poli, être respectueux. Mais visiblement, c'est pas du tout ce que Vérès a fait. Donc, il était lié à Sténus par les droits de l'hospitalité. Alors, quoique souvent reçu dans sa maison de Thermes, donc Sténus était souvent reçu par... Vérès était souvent reçu par Sténus dans sa maison de Sicile. Thermes, c'est une ville en Sicile, qu'il avait même habité. Et là, qu'est-ce qu'il a fait, ce Vérès? En enleva tout ce qui pouvait exciter l'attention ou attirer le regard. Bref, Vérès, il a volé ce qu'il y avait chez Sténus. Lorsque Vérès lui eut tout enlevé, c'est-à-dire que lorsque Vérès a été volé de toutes ses affaires lorsque Sténus a été volé par Vérès, donc lorsque Vérès lui eut tout enlevé, soit en demandant, soit en exigeant, soit en prenant, donc là encore vous voyez ce rythme ternaire. Comment Vérès a-t-il volé Sténus? Des fois il lui a demandé, des fois il a exigé, des fois il a pris de lui-même. Sténus supporta ses pertes le mieux qu'il put. Là vous voyez, on comprend la haute vertu de ce Sténus. Il s'est fait voler ses affaires, il est resté philosophe. Il s'est peut-être dit, ce ne sont que des biens matériels. Vérès, qui était Vérès? Vérès, c'était un magistrat romain chargé de la justice. Donc Sténus se disait, s'il m'a tout volé, peut-être qu'il en a le droit, je ne sais pas, je respecte ce magistrat. Voilà. Donc Sténus supporta ses pertes le mieux qu'il put. Il ne laissa pas de ressentir une vive peine. Il ne laissa pas de... Façon littéraire de dire, il ne cessa pas de. On lui a volé toutes ses affaires, bien sûr qu'il en était affligé. Sa maison, si bien décorée, si bien fournie de tout, Vérès venait de la laisser nue et vide. Donc là, on retrouve pas mal de marques du langage oral. On entend les paroles de Sténus. Quoi, ma maison, si bien décorée, si bien fournie de tout, c'est Vérès m'a tout pris. Vérès l'a laissée nue et vide. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est cette antéposition. Sa maison, si bien décorée, si bien fournie, Vérès venait de la laisser nue et vide. Si c'était de la langue écrite, ce serait pas du tout formulé comme ça, ce serait formulé comment? Vous pouvez essayer de vous amuser, entre guillemets, à transcrire cette phrase en langage écrit. Et si vous le faites, vous auriez un ordre des mots tout à fait différent. Vous auriez peut-être, Vérès venait de laisser la maison de Sténus, qui était si bien décorée,
si bien décorée, nue et vide. Voilà, Vérès venait de laisser la maison de Sténus, si bien décorée et si fournie, nue et vide. Là, on a une répétition. Sa maison, si bien décorée, si bien fournie, Vérès venait de la laisser nue et vide. En fait, ce qui fait la marque de l'oralité ici, c'est le mot « la », le pronom « la ». Vérès venait de la laisser, qui reprend sa maison juste avant. En fait, la langue orale, elle n'a pas la même grammaire que la langue écrite, et c'est pas une faute de français. Si par exemple, vous dites il y a mon frère qui est malade », vous diriez pas ça à l'écrit, vous diriez mon frère est malade. À l'oral, vous pouvez dire c'est mon chien qui aboie là-bas. À l'écrit, vous diriez mon chien aboie là-bas. Point. Donc il y a toute une grammaire spécifique de l'oral. C'est assez subtil, mais en vérité, c'est super facile à étudier. Il suffit d'être attentif à l'ordre des mots, d'être attentif aux répétitions, etc. Alors, je reprends. Lorsque Vérès lui eut tout enlevé, soit en demandant, soit en exigeant, soit en prenant, Sténus supporta ses pertes le mieux qu'il put. Il ne laissait pas de ressentir une vive peine. Sa maison, si bien décorée, si bien fournie de tout, Vérès venait de la laisser nue et vide. Toutefois, Sténus ne faisait part de son chagrin à personne. Il croyait devoir tout souffrir d'un prêteur. Souffrir, ça veut dire supporter, et d'un prêteur, ça veut dire d'un magistrat. Il croyait devoir tout souffrir d'un prêteur sans se plaindre, et d'un autre avec patience. Cependant, Vérès, avec cette passion si connue, donc cette passion, c'est quoi? On a déjà vu ce mot en cours. Là, ça renvoie à sa passion, la cupidité en fait. Avec cette passion si connue et dont on parle chez nous, on parle chez tous les peuples, et dont on parle chez tous les peuples ayant vu de fort belles statues antiques placées dans les lieux publics de Thermes, en fut épris. Donc voilà. Cependant, Vérès, avec cette passion si connue, donc on l'a vu, cette passion, sa cupidité, sa cruauté, c'est les termes employés déjà dès le début du texte. Donc une fois qu'il a vu dans la ville de Thermes des belles statues, il en fut épris. Ça veut dire qu'il en tomba amoureux, il voulait avoir ces statues. Il demanda à Sténus de lui promettre ses services pour les enlever. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il demande à Sténus de l'aide pour récupérer les statues. Et là, que fit Sténus? Sténus non seulement refusa, mais il lui déclara qu'il était impossible que des statues de cette antiquité, des monuments de Scipion l'Africain, fussent enlevés de Thermes, tant que Rome serait debout et qu'il y aurait un empire romain. Alors, est-ce que vous êtes sensible à la différence dans les réactions de Sténus? C'est-à-dire qu'au début, quand il se fait voler chez lui, il ne dit rien. Mais quand on veut piller sa ville, là, cette fois-ci, il réagit. Et là, les marques de l'oralité, on les entend. C'est-à-dire, regardez comment c'est bien construit. Sténus non seulement refusa, mais il lui déclara quoi? Il lui déclara que. Il déclara qu'il. On a du discours indirect, qui est en fait un discours indirect libre. C'est-à-dire un type de discours dont on remarque les marques de l'oral. Il lui déclara qu'il était impossible que des statues de cette antiquité, des monuments de Scipion l'Africain, fussent enlevés de Thermes tant que Rome serait debout. Quelles sont ces marques de l'oralité? Il lui déclara qu'il est impossible que des statues de cette antiquité, des monuments de Scipion l'Africain, on a cette répétition. Les statues de l'Antiquité, les monuments de Scipion l'Africain, ça désigne les mêmes monuments, les mêmes statues. Donc là, on entend la colère un petit peu de Sténus, sa fermeté en tout cas. Fussent enlevés de Thermes tant que Rome serait debout et qu'il y aurait un empire romain. Là aussi, on a ce rythme binaire, tant que Rome serait debout et qu'il y aurait un empire romain. Donc 2 arguments pour bien mettre en valeur la différence de réaction. Alors, dans les questions posées sur le texte, de quelle façon Sténus réagit-il aux agissements successifs de Vérès? Oui, il faut comprendre qu'il y a eu 2 agissements successifs, c'est-à-dire que Vérès a d'abord volé Sténus chez lui, puis ensuite il voulait piller sa ville. Et puis pourquoi est-ce qu'il réagit différemment? Je vous laisse réfléchir à cette question. Et puis bien sûr, on repère les marques du discours oral et on va aussi chercher quel effet ces marques de l'oralité peuvent avoir sur l'auditoire. Alors, c'est facile de répondre à cette question parce que quand vous avez une question qui vous est posée comme ça, c'est qu'on va chercher comment Cicéron cherche à convaincre et à persuader son auditoire.
à ranger son auditoire du côté de Sténius pour mieux accuser Vérès. Hein. Donc comment est-ce qu'il s'y prend? Convaincre, persuader, je vous rappelle que convaincre, c'est faire appel à la raison de son auditoire, et persuader, c'est faire appel à son émotion, ses sentiments.